Bitcoin, c'est une monnaie qui repose notamment sur l'énergie qui est nécessaire pour la produire et pour décentraliser le réseau. Donc Bitcoin n'est pas une monnaie facile à utiliser pour des gens qui voudraient avoir des activités illicites. Alors il y a des études qui ont été faites là-dessus en France. La première motivation, c'est effectivement le gain financier. Les risques qui pèsent sur Bitcoin et les critiques qu'on pourrait faire à Bitcoin ne sont jamais celles qu'on entend dans les médias. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Augmente votre patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plutôt d'actualité qui est le Bitcoin. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Balvin. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation, Claire. Et de rien, merci. Dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter, votre parcours professionnel un petit peu. Et je vous laisserai m'interrompre si besoin. Donc, vous êtes la cofondatrice de Blockchain Partner que vous avez fondée en 2015. Ok. Vous êtes, par la suite, ça a été intégré à KPMG. Donc en 2021, vous avez été pendant 2 ans la directrice sur le segment blockchain et crypto-monnaie. En parallèle, vous êtes consultante BFM Business. Vous avez également un podcast qui s'appelle Unhosted, dont on parlera après. Et actuellement, vous travaillez chez Deblock, dont vous pouvez peut-être parler d'ailleurs. C'est ça. Donc, je suis directrice stratégie chez Deblock. Et Deblock, c'est un portefeuille crypto qui est adossé à un compte courant. Ok. On pourra d'ailleurs en parler si vous voulez un peu plus par la suite. Pour commencer cet épisode, je vous propose tout simplement d'expliquer un petit peu ce qu'est Bitcoin, quand est-ce qu'il a été créé, quel est le fonctionnement. Quelle vaste question. Des questions très larges. Bitcoin a été créé en 2008 et on ne sait toujours pas qui est son créateur. On l'appelle Satoshi Nakamoto. C'est pour ça que parfois on peut voir dans la presse que il y a des gens qui ont découvert qui était Satoshi Nakamoto et puis en fait ça fait 15 ans et à chaque fois on se rend compte que c'est jamais celui qu'on annonce. Voilà. Et donc Bitcoin c'est quoi ? C'est du cash électronique de pair à pair. C'est comme ça que c'est présenté dans le livre blanc qui est sorti en 2008. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du cash électronique pair à pair ? Ça veut dire déjà qu'il n'y a pas de vraies pièces et de billets, c'est uniquement de la monnaie au sens numérique. Et c'est de la monnaie qui fonctionne vraiment de pair à pair. Et ça, c'est très différent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le pair à pair, ça existe déjà, mais uniquement avec l'information. C'est-à-dire que moi, je peux t'envoyer un fichier vidéo, par exemple, de ce podcast. Je peux te l'envoyer en pair à pair. Sauf que si je te l'envoie, moi, ce fichier, je l'aurai toujours. Oui, tu vois. ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Voilà, et ce qui, évidemment, quand on veut s'envoyer quelque chose qui a de la valeur, ne fonctionne plus du tout. Puisque si je t'envoie de la valeur et qu'après, moi, je l'ai toujours, ça crée un doublon monétaire et ça ne marche pas. Et donc, c'est ça que Bitcoin vient changer. Bitcoin crée un protocole qui permet de gérer de la valeur sur Internet en pair à pair. Et c'est ça qui est vraiment nouveau. Et donc, avec Bitcoin, on peut s'envoyer, je t'envoie un Bitcoin, et ce Bitcoin, moi, je ne l'ai plus. Et donc, c'est ça la vraie révolution technologique qu'il y a derrière Bitcoin. C'est pour ça que ça se présente un peu comme la monnaie d'Internet. Alors après, il y a plein de choses à en dire, évidemment. J'imagine qu'on va parler du prix, on va parler du fonctionnement, mais c'est ça le cœur de la révolution qui est derrière Bitcoin. Ok, donc je voulais poser la question, comment se distingue-t-il des autres formes de monnaie ? Du coup, on y a partiellement répondu. En fait, Bitcoin n'est pas géré par une banque centrale. Il n'y a pas de banque centrale du Bitcoin. C'est une monnaie qui fonctionne de manière décentralisée, distribuée, un peu comme du logiciel libre finalement, avec plein de gens qui entretiennent le réseau. C'est vrai qu'on supprime les tiers de confiance et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à ce qui se fait dans le domaine bancaire, par exemple. Alors, on les supprime à certains endroits, parce qu'effectivement, il n'y a pas de banque centrale. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il y a plein de nouveaux intermédiaires aussi dans Bitcoin, des plateformes d'échange qui vendent et qui achètent du Bitcoin, il y a des mineurs, etc. Donc, il y a plein de nouveaux acteurs qui existent dans cet écosystème-là, mais c'est vrai qu'on supprime la nécessité de l'intermédiaire qui gère les données, notamment de la banque. Ok. Quel problème ou besoin Bitcoin cherche-t-il à adresser ? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que Bitcoin apporte vraiment 2 choses. Déjà, la possibilité de pouvoir réellement envoyer de l'argent en pair à pair sans risque de censure. Ça, c'est très important. Avec Bitcoin, vous pouvez choisir d'envoyer de l'argent même à l'autre bout de la planète en quelques minutes et personne ne peut vous censurer. Il n'y a pas une banque au milieu qui peut dire non, cet argent ne passera pas. Et donc ça, déjà, c'est hyper important parce que ce que ça permet, c'est à des personnes qui veulent résister, par exemple, face à un système qu'ils vont considérer comme étant oppressant. Par exemple, Snowden, au passage. Voilà, on peut penser à Snowden, à Wikileaks, etc. Et donc, Bitcoin, souvent, va servir d'alternative pour des gens qui sont exclus des systèmes bancaires. Et puis, la deuxième chose, c'est que Bitcoin va permettre de posséder soi-même son argent numérique. Et ça aussi, c'est complètement nouveau parce que les euros que vous avez dans votre compte en banque, en fait, c'est quoi ? C'est des 0 et des 1 dans le serveur de votre banque. Alors, en soi, c'est pas très grave quand tout va bien. La banque fonctionne bien et que vous avez des bonnes relations avec elle. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'argent numérique que vous avez, il ne vous appartient pas. C'est une dette, en fait, que la banque a envers vous. Et donc, si vous voulez posséder vraiment de l'argent au sens matériel du terme, la seule solution que vous aviez jusqu'à Bitcoin, c'est de retirer du cash. Et c'est ça que Bitcoin vient changer. Bitcoin vient permettre de détenir de l'argent soi-même, matériellement, mais de manière numérique.
Et donc, on va être le seul, par exemple, à détenir son portefeuille Bitcoin, donc à détenir sa clé privée, donc Voilà. son mot de passe. C'est ce que j'allais dire, c'est quand c'est sur une clé Ouais. privée, parce que si c'est sur une plateforme, c'est pas le cas. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des nouveaux intermédiaires. Évidemment que dès qu'il y a des opportunités économiques, il y a Oui. des nouveaux intermédiaires qui se créent. Je suis pas là pour taper les plateformes d'échange, hein, elles ont un rôle hyper important Oui, là-dedans. oui. Mais c'est vrai que ce qu'apporte Bitcoin, c'est vraiment pouvoir le détenir soi-même et pouvoir l'envoyer à autrui sans nécessité d'un intermédiaire. Ok. À présent, je voulais vous demander quelle est l'importance, selon vous, de la décentralisation dans le fonctionnement et l'idéologie de Bitcoin. C'est le cœur en fait, Ah, qu'il y a ouais. derrière Bitcoin. Alors maintenant, il faut bien voir que la décentralisation, c'est un spectre. Et donc, on n'est jamais parfaitement décentralisé, tout Oui. comme d'ailleurs, on n'est jamais parfaitement centralisé non plus. Mais effectivement, derrière Bitcoin, il y a cette volonté de décentraliser le système financier en le rendant plus transparent, en faisant en sorte que l'émission monétaire, elle est programmée, elle est visible par tous, tout le monde la connaît, contrairement à ce qui se passe avec les banques Oui. centrales. Vaste sujet. Alors, certains vous diront, par exemple, c'est une critique qui est beaucoup faite à Bitcoin, qu'il y a quand même une centralisation économique derrière Bitcoin parce qu'il y a des personnes qui détiennent beaucoup plus de Bitcoin que d'autres. Oui. Ce qui est vrai, évidemment. Et donc, c'est important de dire que Bitcoin n'a pas été créé pour rétablir l'égalité dans le monde vis-à-vis de la richesse. Donc, évidemment que les personnes qui ont plus de patrimoine, par exemple en France, vont potentiellement acheter plus de Bitcoin que les personnes qui en ont beaucoup moins, d'ailleurs, dans d'autres pays. Donc, effectivement, il y a un aspect de Bitcoin, je dirais, qui n'est pas hyper décentralisé dans le sens économique. Ce n'est pas forcément un problème, d'ailleurs. Ce qui compte surtout, c'est la décentralisation au sens technique et au sens de la gouvernance. Et donc, un des points, par exemple, très importants, c'est s'assurer que les personnes et les entreprises qui valident les nouvelles transactions de Bitcoin ne soient pas toujours les mêmes et qu'il y ait une vraie décentralisation à ce niveau-là pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un, un intermédiaire, qui finisse par avoir la main mise sur le réseau. Oui. Et à noter également, on n'en a pas parlé, mais Bitcoin a été créé, le white paper a été publié en 2008 et c'était au moment des subprimes. Donc, Oui. Alors la coïncidence effectivement je sais pas, est troublante. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même des décennies auparavant de Oui. recherche. Oui. Donc ça sort pas de nulle part non plus. C'est pas un gars qui s'est dit ah là là la crise des subprimes, je vais créer Bitcoin. Oui. Ça faisait quand même longtemps qu'il y avait de la recherche. Mais c'est vrai que disons que Bitcoin s'est créé dans un moment qui était peut-être aussi propice à sa réussite. Oui, aussi. Parce que je pense que les actualités de 2008 avaient fait mouche dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est vrai que la coïncidence est troublante. Et il y a aussi le fait que je crois qu'il y avait eu des échanges de mails de Satoshi Nakamoto comme quoi il critiquait quand même le système financier actuel. Donc Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la publication à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un élément qui a été inscrit dans la blockchain, dans le premier bloc, c'est justement le titre d'un journal de l'époque qui parle de ce qui est en train de se passer dans la crise économique et qui indique qu'effectivement l'État est en train de sauver les banques. Et donc dans le premier bloc de Bitcoin, il y a quand même cet ADN de dire voilà, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer dans le système financier. C'est pas normal qu'on soit en train de sauver des intermédiaires qui ont fait n'importe quoi. Et à présent, je pense qu'on peut parler de la blockchain. On peut se poser la question de comment fonctionne-t-elle dans le cadre de Bitcoin. Alors la blockchain, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, surtout dans les années 2015-2020. En fait, la blockchain, c'est quoi? C'est juste un grand registre de toutes les transactions qui sont faites en Bitcoin. Et ce registre, il est structuré en blocs, c'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs. Donc il y a des blocs de transactions, un peu comme il y a des pages dans un cahier. Et ces blocs sont mis les uns à la suite des autres de manière chronologique. Donc le premier bloc de transactions, il date du 3 janvier 2009. Et depuis, il y a un bloc toutes les 10 minutes environ. Et donc là, voilà, depuis qu'on se parle, il y a probablement eu un nouveau bloc Bitcoin qui a été créé. Et donc ce grand registre, cette blockchain, elle ne va pas être stockée à un seul endroit. Elle va être dupliquée un peu partout sur la planète, sur les serveurs de personnes qui peuvent être des particuliers ou des professionnels et qui vont contribuer en stockant la blockchain Bitcoin. On appelle ça des nœuds, les nœuds du réseau qui vont stocker dans son intégralité la blockchain. Ça a plusieurs conséquences. Déjà, ça apporte beaucoup de résilience, parce que ce que ça veut dire, c'est que s'il y a un de ces nœuds qui demain s'arrête de fonctionner, tous les autres continuent. Ils peuvent prendre le relais. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas de risque, en fait, ou un risque infiniment faible, que demain, plus personne ne stocke les nœuds Bitcoin et donc qu'on n'ait plus de traces de qui a combien de Bitcoin. Donc il y a beaucoup de résilience. Et ensuite, la deuxième conséquence, c'est qu'il y a vraiment une gouvernance, je dirais, décentralisée du réseau, puisque c'est l'ensemble de ces nœuds doivent se mettre d'accord pour implémenter un changement dans la blockchain. Il y a aussi, j'aurais peut-être dû le dire, un point très important, c'est que ça rend ce registre inaltérable. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez modifier pas une transaction qui a été faite il y a 3 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faudrait aller voir les milliers de nœuds du réseau partout sur la planète pour leur dire de modifier une transaction il y a 3 jours, et c'est absolument impossible. Oui, c'est pas simple. Ok, parfait. Je pense qu'à présent, on peut parler du minage, et surtout pourquoi c'est si important pour son fonctionnement au Bitcoin. Alors le minage, c'est une analogie avec l'or, avec les mineurs d'or, mais le minage, c'est tout simplement, les mineurs sont des personnes, des professionnels, qui vont
ajouter, valider les nouveaux blocs et les ajouter à la blockchain. Il va y avoir plein d'approximations techniques dans ce que Oui, je vais mais dire. C'est normal, je m'adresse vraiment à un public qui connaît pas le sujet. Le minage de Bitcoin, comment ça se passe? L'objectif du minage, c'est d'arriver à définir la personne, donc le mineur, qui va être celui qui va décider du prochain bloc. Et ça, c'est hyper important puisqu'il n'y a pas de, rappelez-vous, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque centrale. Donc, il y a personne qui va voir ta transaction et dire, toi, tu envoies un Bitcoin, c'est OK, je valide ta transaction et ton virement passe. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand on fait des transactions sur Bitcoin, elles sont mises dans, on appelle ça le mempool, c'est une espèce de groupe de transactions en attente. Et tous les mineurs, donc, qui sont un peu partout sur la planète, vont aller piocher dans ce groupe-là, vont constituer un bloc. Et puis là, la grande question, c'est quelle version du bloc on va prendre? Quelle version du bloc on va ajouter à la blockchain? Et donc là, pour les départager, ce qui se passe, c'est qu'il y a une compétition entre eux. Et le gagnant de cette compétition, on va prendre sa version du bloc et on va le récompenser en Bitcoin. C'est d'ailleurs ça qui les incite, les mineurs. C'est pas de la charité, ils font ça aussi, c'est un modèle économique. Et c'est ce qu'on appelle la proof of work. Exactement. Et donc la manière dont on va les départager, donc cette compétition, c'est qu'on va leur demander de faire fonctionner des machines pour résoudre une équation, qui est une équation qui ne peut pas être résolue par des humains sur un papier. C'est vraiment, faut faire tourner des serveurs et donc dépenser de l'électricité pour ça. Et donc, les mineurs, en fait, leur modèle économique, ça va être de recevoir les bitcoins parce qu'ils ont potentiellement gagné la compétition pour tel ou tel bloc, et ils vont dépenser de l'électricité. C'est ça leur modèle économique. Et donc, le mineur qui va résoudre cette équation plus vite que les autres, lui, on va dire, toi, tu es récompensé en bitcoin, et on sélectionne ton bloc et on l'ajoute à la blockchain. Je précise quand même que derrière, ce qui se passe, c'est que ce bloc étant transparent, visible de tous, tout le monde peut vérifier qu'il n'y a pas de transaction frauduleuse dans ce bloc. Ça, c'est évidemment très important parce que si on se rend compte que dans ce bloc-là, il y a une transaction qui dit, je sais pas, le mineur s'attribue à lui-même 25 000 bitcoins, évidemment que le bloc ne sera pas validé par l'ensemble du réseau. Ok. Du coup, on a parlé du fait que le minage avait nécessité de l'électricité. Je pense qu'à présent, on peut parler des impacts du coup environnementaux et des éventuelles solutions qui pourraient exister pour rendre ce processus plus durable. C'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup. Et d'ailleurs, je dirais que c'est un des arguments souvent des personnes qui sont opposées à Bitcoin et qui sont d'ailleurs pas forcément des personnes qui ont des convictions écologistes particulières. Donc souvent, c'est un argument qui est avancé plutôt par des gens qui n'aiment pas Bitcoin et qui essayent de trouver un peu tout ce qu'ils peuvent. Je suis pas là pour dire que Bitcoin ne consomme pas d'électricité puisque factuellement, évidemment, qu'il y a une consommation énergétique qui est importante. Et d'ailleurs, c'est le sous-jacent de Bitcoin. C'est-à-dire que souvent, on dit Bitcoin ne repose sur rien. C'est pas vrai. Bitcoin, c'est une monnaie qui repose notamment sur l'énergie qui est nécessaire pour la produire et pour décentraliser le réseau. Donc, cette consommation énergétique, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, je disais tout à l'heure que c'est le principal coût des mineurs. Les mineurs, leur intérêt, c'est quand même de réduire ce coût. Alors, il faut qu'ils dépensent de l'énergie. En fait, plus ils vont aller vite dans la résolution de leur équation, plus ils vont avoir une chance de gagner. Donc, il faut quand même qu'ils en dépensent un certain nombre. Il faut surtout qu'ils soient très efficients en fait, dans l'énergie qu'ils dépensent. Mais il faut qu'ils minimisent les coûts. Donc, ils vont être à la recherche de l'électricité la plus efficiente et la moins chère. Alors, cette électricité, dans certains cas, ça peut être de l'électricité carbonée, ça existe. Mais en fait, dans beaucoup de cas, ça va surtout être de l'électricité intermittente. Pourquoi? Parce que c'est celle qui ne va pas trouver preneur à un instant T. Je sais pas, à un moment, vous avez beaucoup de soleil, beaucoup de vent, etc. Et donc, vous allez finalement surproduire par rapport à la demande. Et ça, c'est très intéressant pour les mineurs qui, en fait, arrivent un peu comme ça et qui disent, moi, je te l'achète, ton électricité, parce qu'elle est pas chère. Je peux même te l'acheter plus cher que les preneurs que tu trouverais ailleurs. Et donc, les mineurs comme ça vont souvent servir de levier ou d'équilibre pour les réseaux électriques. On a d'ailleurs des témoignages en ce sens des patrons du réseau électrique au Texas qui vont dire, finalement, grâce aux mineurs, maintenant, il y a moins de coupures parce qu'on arrive à mieux équilibrer le réseau. Et parce que finalement, quand on a un trop-plein d'électricité, les mineurs sont là. Donc, on peut augmenter globalement l'électricité qu'on produit en étant sûr que c'est relativement rentable. Et puis, le jour où on n'a plus assez d'électricité, les mineurs, on peut leur dire, écoutez les gars, là, vous débranchez vos serveurs, vous ne nous embêtez pas, on va approvisionner le reste de la population d'abord. Donc, les mineurs ont un vrai intérêt en termes de management de réseaux électriques. Il y a un certain nombre d'entreprises d'ailleurs qui l'ont compris. Je crois que c'est une compagnie allemande qui a fait une annonce il y a quelques jours justement pour annoncer qu'elle allait faire du minage de Bitcoin parce que c'était intéressant pour son modèle économique. Donc, il y a un vrai paradoxe là-dedans parce que vous avez d'un côté des gens qui disent ça consomme énormément d'électricité, c'est un scandale. En plus, c'est spéculatif, c'est le capitalisme, etc. Et de l'autre, vous avez des énergéticiens qui commencent à se dire mais attendez, en fait, dans notre modèle économique, c'est quand même vachement intéressant. Et donc, c'est des discours qui sont pas faciles à réconcilier. Donc, après, dans les initiatives pour rendre ça plus durable, parce que c'était ta question, moi, je dirais que les initiatives, c'est simplement d'inciter les mineurs
à aller vers des électricités qui sont décarbonées. C'est ça qui est principalement intéressant parce que ce qui est effectivement terrible, c'est quand un mineur va s'orienter vers une électricité carbonée. Ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, je pense qu'il faut arriver à insérer les mineurs dans le marché de l'électricité de la manière la plus décarbonée possible. Et puis après, la consommation reste à mettre en perspective parce qu'il faut voir aussi que le dollar, l'euro, les monnaies fiduciaires consomment aussi. Donc c'est vrai qu'on parle du Bitcoin, mais elles consomment également. Oui, alors tout consomme. Je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est d'aller regarder la consommation de Bitcoin par rapport aussi au secteur numérique, tu vois, dans son ensemble, dont la consommation augmente beaucoup. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus relativiser une consommation en se disant les autres consomment plus, donc c'est pas grave. Oui. En fait, c'est pas tellement ça le sujet. La question, c'est est-ce que ce que ça génère pour le climat en termes d'impact est plutôt positif ou plutôt négatif? Et est-ce que ce que ça génère comme impact pour la société vaut les potentiels impacts pour le climat? Donc, c'est plutôt ces questions-là qu'il faut se poser. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'en plus, on a peu de chiffres clairs. Il y a un consensus scientifique qui commence à se former avec des études qui montrent justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est intéressant pour la gestion des réseaux électriques et que dans certains cas, ça peut même permettre d'enlever de la production de CO2, etc. Donc, on attend quand même que ce consensus scientifique se reflète un peu dans l'image de Bitcoin qui, aujourd'hui, est encore vue comme très néfaste pour le climat. Totalement. À présent, je pense qu'on peut parler de la quantité totale de Bitcoin et se poser la question pourquoi elle est limitée à 21 millions. Pourquoi 21 millions en particulier? Je ne sais pas s'il y a une raison particulière. Non, ça aurait pu être 20 ou 22, c'est pas tellement la question. C'est que simplement, à un moment, il fallait fixer un nombre. Cette quantité limitée, elle est importante. Et parfois, on parle de Bitcoin comme monnaie rareté ou on le compare à l'or. Cette quantité, elle est limitée. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle n'est pas émise de manière linéaire. C'est-à-dire qu'il y a au début beaucoup de bitcoins qui étaient émis. Les bitcoins, ils sont émis dans chaque nouveau bloc. On en parlait tout à l'heure. En fait, les bitcoins, ils sont émis pour récompenser les mineurs de bitcoin. C'est le seul mécanisme de création monétaire sur Bitcoin. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, en ce moment, il me semble qu'on doit être à 3,125 bitcoins émis à chaque bloc. Mais il y a 4 ans, c'était 6,25. Avant, c'était 12,5, etc. Donc, cette quantité, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving dans le jargon. Et donc, le halving, c'est la division par 2 de l'émission monétaire sur Bitcoin. Et donc, tous les 4 ans, le protocole se met à jour. Et les mineurs, au lieu de se récompenser avec, il y a 4 ans, c'était 6,25 bitcoins, désormais, ils se récompensent uniquement avec 3,125 bitcoins. D'ailleurs, ce que ça génère après le halving, c'est que souvent, il y a des mineurs qui, d'un coup, sont plus rentables parce qu'ils ont des coûts d'électricité et parce que leur récompense est divisée par 2. Donc, souvent, après le halving, il y a des mineurs qui débranchent des machines. Donc, la puissance de calcul sur le réseau baisse avant ensuite de se rétablir avec souvent une hausse des cours qui arrive. Pourquoi? C'est compensé par la hausse des cours, Voilà, parce que l'offre de Bitcoin devenant de moins en moins importante parce que l'émission monétaire a diminué, alors que la demande, elle n'est pas divisée par 2 à ce moment-là. Alors, on assiste à une hausse des cours et c'est pour ça qu'on a des cycles qui durent 4 ans sur Bitcoin. C'est ça. Et moi, je pense qu'on pourrait y revenir par la suite, mais au niveau des halvings, on remarque qu'à chaque fois, ça entraîne une hausse des cours, effectivement. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus anticipé, en fait. C'est jamais au jour du halving, c'est vraiment quelques mois avant ou même quelques années avant que c'est anticipé et qu'on se dit, Alors, au début, c'était pas tellement anticipé puisque personne ne savait trop. Enfin, c'était anticipé, évidemment, par les participants techniques au réseau. Mais je dirais que dans le monde financier, c'était pas particulièrement anticipé. Effectivement, au bout du 3e halving, les gens commençaient à se dire attends, mais en fait, dans les 2 précédents, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, le halving est très attendu. Et c'est pour ça que cette année, tout le monde savait que le halving arrivait, je crois que c'était en avril. Et donc, à partir de janvier, tout le monde était là, cette année, ça va monter. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que ça devient une sorte de prophétie autoréalisatrice. On peut aussi se méfier un peu quand même, parce que maintenant, le halving, il est aussi pricé un peu avant. Parce que comme tout le monde l'attend, les gens achètent avant. Donc, c'est plus exactement la même dynamique. Il faut bien voir aussi que petit à petit, l'émission monétaire sur Bitcoin, elle devient de plus en plus faible par rapport à la quantité de Bitcoin disponible sur le réseau. Donc, on peut imaginer que l'impact du halving, il devienne de plus en plus faible. Il va être réduit, oui. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde le halving qui avait eu lieu, le tout premier, ça devait être en 2013. On voit que les cours avaient vraiment explosé et que Bitcoin était arrivé à $1000. Et que finalement, la proportion d'augmentation à l'époque était encore bien plus importante que ce qu'on a vu en 2017 ou en 2021. Parce qu'en 2017 ou 2021, ok, peut-être que Bitcoin a fait x10 ou x20, mais il n'a pas fait x100. C'est ça, c'est rien comparé à avant, en fait, ça va mettre en perspective. Exactement. Ok, et donc effectivement, on a vu que le halving générait des hausses au niveau du cours du Bitcoin, mais est-ce que ces hausses ont été uniquement dues au halving? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Par exemple, plus récemment, il y a eu l'approbation de la SEC des ETF Bitcoin. Et c'était en janvier 2024, il me semble. Alors, il y a plein de raisons qui affectent le cours du Bitcoin. Le halving, je dirais que c'est une raison structurelle.
Mais il y a énormément de facteurs internes et externes. Déjà, il y a un certain nombre de signaux politiques ou économiques. C'est-à-dire quand la Chine interdit Bitcoin ou quand les États-Unis autorisent les ETF Bitcoin, ça a des impacts très importants sur le cours, bien sûr. Même si on ne peut jamais être certain à 100% que c'est ça, on peut souvent avoir des gros doutes quand on voit un cours qui baisse ou qui monte fortement après un signal comme celui-là. Donc oui, il y a des signaux externes, évidemment. Il y a aussi, des réglementations qui peuvent jouer positivement ou négativement parce qu'elles vont rendre l'accès au Bitcoin plus facile ou plus difficile dans certains pays. Ça existe aussi. Bitcoin n'est pas non plus complètement isolé. Maintenant, vous avez des investisseurs institutionnels qui vont acheter du Bitcoin. Et donc, je dirais qu'il y a des sujets comme par exemple les taux d'intérêt directeurs des banques centrales qui affectent en général les marchés financiers, qui vont se mettre aussi à affecter le cours du Bitcoin. C'est ça. Donc, il y a effectivement énormément de facteurs qui jouent. D'ailleurs, on l'avait vu, par exemple, je sais pas, quand il y avait eu les confinements pour le Covid, on avait vu que Bitcoin s'était crashé comme énormément de valeurs financières. Donc oui, Bitcoin ne vit pas sa vie juste hyper tranquillement en attendant le halving. Il y a plein de choses qui affectent son prix. Mais on y reviendra par la suite sur la corrélation avec les marchés financiers, parce que c'est un sujet intéressant, je trouve. Peut-être qu'on peut aussi se poser la question maintenant, pourquoi les investisseurs, justement les institutionnels ou même les particuliers, s'intéressent particulièrement à Bitcoin et pas forcément aux autres crypto-monnaies. Alors, ils s'intéressent aux autres crypto-monnaies, mais majoritairement, c'est surtout à Bitcoin. C'est marrant parce que moi, j'ai pas exactement le même constat. Je crois que 50%, ou je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que 56% de la capitalisation totale, c'est Bitcoin, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, oui, évidemment, ça laisse quand même de la place à beaucoup d'autres crypto-monnaies. En fait, ça dépend. Si on considère que les autres crypto-monnaies seraient tout aussi légitimes que Bitcoin à attirer de l'intérêt ou pas, ce qui n'est pas totalement mon cas. Oui. Donc, Bitcoin, effectivement, c'est quand même la première crypto-monnaie historiquement. C'est aussi la plus solide sur le plan technique. C'est aussi la plus décentralisée. C'est la seule qui a un créateur qui reste complètement anonyme. Et donc, ça en fait une crypto-monnaie avec un statut très particulier. Et effectivement, la plupart des experts vont dire, il y a les crypto-monnaies et il y a Bitcoin. Il y a d'ailleurs un nom pour les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin. On appelle ça des altcoins. Des altcoins, oui. Certains appellent même ça des shitcoins. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc, je ne suis pas là pour dire que les autres crypto-monnaies valent rien. Il y a plein de projets hyper intéressants. Mais il faut bien se rendre compte qu'avant d'aller dans les autres crypto-monnaies, il faut quand même bien comprendre Bitcoin. Et surtout, un écueil que je vois, moi, quand je discute avec des gens, c'est qu'ils me disent, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Donc, moi, c'est naturellement, je leur dis, commence par acheter un petit peu de Bitcoin, puis ça sera déjà pas mal. Et en fait, souvent, les personnes disent « Ouais, mais Bitcoin, c'est déjà trop haut. Moi, je veux trouver le nouveau Bitcoin. » Ouais, c'est ça. Je veux trouver la nouvelle crypto-monnaie qui fera x1000. Et en fait, il faut vraiment expliquer que... Mais ils ne s'intéressent pas aux cryptos pour les bonnes raisons. Vous n'allez pas faire x100, en fait. Faut être très clair là-dessus. Ça existe, les gens qui font x100, mais tout comme ça existe les gens qui gagnent au loto. Donc, c'est important de voir Bitcoin, mais même d'autres crypto-monnaies, comme des actifs qu'on va utiliser en diversification de capital. Selon votre appétence au risque, selon votre connaissance de la crypto, ça peut être 1%, ça peut être 20%. Mais globalement, ce n'est pas là qu'il faut aller faire all-in dans l'espoir de faire x100. Non, sinon c'est quand même assez risqué quand même. Ouais. Ok, aujourd'hui, je voulais vous poser la question, quels sont selon vous les principaux usages de Bitcoin ? Est-ce que c'est plutôt l'épargne ? Est-ce que c'est plutôt le paiement ? Est-ce que c'est plutôt la lutte contre l'inflation ? Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus, en France en tout cas. Il y en a d'autres dans d'autres pays riches. La première motivation, c'est effectivement le gain financier. C'est de l'investissement. Alors, on l'appelle comme on veut. On peut dire spéculation, investissement, gain, etc., plus-value. Effectivement, les gens investissent dans un espoir de plus-value. Ça ne veut pas dire que c'est forcément de la plus-value court terme, mais c'est effectivement, ils investissent pour gagner de l'argent. Dans les autres raisons qui étaient non négligeables, il y avait effectivement, pour se prémunir contre l'inflation, il y avait aussi par méfiance envers les banques. Et ça, c'est une raison qui est vachement importante parce qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de défiance envers les institutions, notamment les institutions financières, mais pas que, aussi envers l'État, etc. Et je pense que ça alimente aussi beaucoup le succès des cryptos, et particulièrement de Bitcoin, parce que les gens ont de moins en moins confiance dans le fait que leur argent à la banque, il est vraiment en sécurité, dans le fait que leur banquier est vraiment leur ami et fait ce qu'il y a dans leur intérêt. Et donc, il y a plein de gens qui ont envie de se réapproprier aussi leur argent. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a plein de gens qui se réapproprient la gestion de leur patrimoine en allant sur des applications plutôt qu'en faisant confiance à des intermédiaires. Et les cryptos, ça s'inscrit vraiment dans cette tendance-là où on va aller posséder pour la première fois de l'argent soi-même et se rassurer sur le fait que finalement, si j'ai de l'argent dans mon portefeuille crypto, c'est de l'argent que personne ne peut me saisir. Et ça, c'est un truc très important qui souvent est mal compris parce que c'est vu de manière un peu négative. Souvent, on se dit, ça veut dire que je suis responsable de mon argent, donc c'est hyper angoissant. Ou alors, ça veut dire que je suis très individualiste et que je pense à moi tout seul ou que je vais éviter de payer des impôts. En fait, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et que ce qu'il y a derrière ça, c'est une sorte de peur, de crainte, de méfiance envers les institutions, qui d'ailleurs parfois sont assez violentes dans la manière dont elles gèrent la relation avec leurs clients.
Et donc, une envie de se réapproprier la gestion de son argent que moi, je trouve en fait plutôt saine, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Je trouve aussi, oui. Ouais, ouais. Et aussi, il y a vraiment l'aspect lutte contre l'inflation. On a vu qu'il y avait carrément des pays qui l'avaient accepté comme cours de Oui, monnaie légale. Je pense oui. notamment au Salvador. Oui, oui, alors c'est vrai que j'ai pas parlé des cas, enfin là je parle de manière un peu auto-centrée, on va dire, pour quelqu'un qui nous regarderait, qui Pour un habiterait en particulier. France, etc., pour un particulier en France. Il y a effectivement plein d'autres cas. Je pense notamment dans les études qui ont été faites, ils montraient qu'il y avait 2 à 3% de gens qui quand même en achetaient dans un objectif de paiement à l'international, notamment ce qu'on appelle les RIP. Donc c'est-à-dire, je sais pas, moi je suis vénézuélien, j'habite en France et en fait je veux renvoyer de l'argent à mes parents qui sont vénézuéliens. En fait c'est quand même beaucoup plus facile de le faire en crypto, ça m'évite de me faire taxer de 10% par Western Union ou d'autres intermédiaires. Donc il y a aussi ce cas-là de paiement à l'international. Et après, il y a d'autres pays où les enjeux sont quand même pas du tout les mêmes que chez nous. C'est-à-dire qu'ils sont pas là en train de se dire oh là là, comment est-ce que je vais préserver mon patrimoine, etc. Non, en fait, voilà, vous êtes ukrainien il y a 2 ou 3 ans. Votre préoccupation, c'est comment vous allez fuir et comment vous allez faire en sorte que votre argent que vous aviez dans des banques ukrainiennes, il soit pas perdu. Et donc là, effectivement, vous le sortez en crypto et puis derrière, vous le reconvertissez en euros quand vous arrivez en France ou dans un autre pays européen. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous habitez en Argentine, bah, vous avez quand même des enjeux d'inflation qui sont encore bien plus importants que chez nous. Et donc là, bah oui, peut-être que les cryptos, c'est intéressant. Peut-être d'ailleurs pas tant Bitcoin, plutôt des crypto-dollars, donc des dollars, que vous allez pouvoir acheter sur des plateformes crypto, alors que vous ne pouvez pas acheter du dollar avec vos banques habituelles. Donc ça permet à certaines populations aussi d'avoir accès à certains types d'actifs financiers auxquels ils n'auraient pas accès, et donc de se préserver un peu des politiques monétaires désastreuses qui ont été celles de leur pays. Ok. Et bon, maintenant, on peut passer à une autre question. Je voulais vous demander quels sont, selon vous, les risques qui pèsent sur le Bitcoin et comment on pourrait éventuellement gérer ces risques-là? Alors, bonne question. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je trouve que les risques qui pèsent sur Bitcoin et les critiques qu'on pourrait faire à Bitcoin ne sont jamais celles qu'on entend dans les médias. Ça, je trouve ça fou. Parce que dans les médias, on n'arrête pas de nous dire oui, mais ça finance le terrorisme, c'est pas Ouais, écologique. c'est jamais les bonnes. En fait, C'est ces vrai. critiques-là, bon, je comprends d'où elles viennent, mais franchement, c'est des points qui sont beaucoup moins importants que ce qu'on imagine. Alors que les points importants, c'est pas ça. Les points importants, c'est quoi? C'est que sur Bitcoin, déjà, vous avez un risque très important qui va peser sur la compétence technique et les corps développeurs qui vont contribuer au code de Bitcoin. C'est des personnes qui sont hyper importantes, déjà parce qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et donc ça, c'est un point important d'arriver à décentraliser la connaissance technique qu'il y a sur Bitcoin et l'implication de certains développeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes développeur et que vous vous impliquez dans ce type de protocole, vous n'êtes pas forcément super bien vu par votre État, votre pays. Donc, vous avez plutôt intérêt à vous cacher. Et donc, c'est pas un job qui est très envié. Voilà. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont envie de se dire bah, tiens, demain, je vais devenir core dev Bitcoin, ça va être super. Bah, en fait, non. Vous n'êtes pas forcément rémunéré pour ce que vous faites. Vous avez potentiellement des risques qui pèsent sur vous. Donc, je dirais qu'un risque important, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on s'assure que la connaissance technique, elle est bien là et qu'il y a toujours des sortes de gardiens du temple qui sont pas tous au même endroit, qui parlent des langues différentes, qui n'ont pas les mêmes risques politiques ou économiques chacun dans leur pays. Un deuxième risque que je vois, c'est la surveillance accrue qu'il y a sur Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, tout est transparent hein, sur les blockchains, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais même s'il n'y a pas les noms et prénoms, vous voyez des sortes d'adresses, donc de numéros de compte, un nombre de Bitcoin, vous voyez les adresses où ça va. Et donc, forcément, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans l'analyse de données sur Bitcoin et sur plein d'autres blockchains. Ça, ce que ça veut dire, c'est que concrètement, Bitcoin est de moins en moins anonyme, non pas au sens technique, Bitcoin, hein, ça bouge pas, mais le fait est que auparavant, si vous faisiez une transaction sur Bitcoin et puis qu'en fait, vous passiez par une plateforme, etc., en fait, vous pouviez à peu près rester anonyme parce que la plateforme ne vous demandait pas tant d'informations que ça, parce qu'il n'y avait pas d'entreprise qui analysait les données, etc. Aujourd'hui, si vous voulez rester complètement anonyme sur Bitcoin, il faut quand même quelques petites compétences techniques, quoi. Enfin, il faut ne serait-ce qu'être capable, je ne sais pas moi, d'acheter un ledger, de le configurer sur son ordinateur. Il faut être capable d'acquérir du Bitcoin, pas sur des plateformes, donc ça veut dire entrer en contact avec des gens qui l'ont acquis autrement, ou peut-être miner du Bitcoin pour en acquérir. Donc il y a quand même beaucoup de conditions qui font que le commun des mortels ne restera pas anonyme sur Bitcoin. Voilà, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il passera par une plateforme, parce que ensuite cette plateforme saura à qui il a envoyé l'argent, et donc Bitcoin n'est plus vraiment anonyme pour 99% des gens. Ok. Et vous avez mentionné Ledger, peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça fonctionne? Oui, Ledger, c'est un portefeuille physique, donc ça ressemble à une clé USB, et ça vous permet de gérer vos clés privées de manière, on va dire, plus sécurisée que ce n'était le cas auparavant. Alors avant, les puristes, au tout début, ils géraient leurs clés privées avec des bouts de papier. Hein. C'est-à-dire qu'on écrivait sa clé privée sur un morceau de papier. Et puis, depuis, il y a plein de technologies qui sont arrivées pour gérer ces clés privées. Alors, il y a des portefeuilles en ligne, il y a des portefeuilles hors ligne, il y a des portefeuilles physiques.
Donc il y a plein de manières de le faire. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que détenir ces bitcoins sur un portefeuille, c'est pas la même chose que les détenir sur une plateforme. Les plateformes font la plupart du temps évidemment très bien leur boulot, mais la plateforme, elle détient les crypto-monnaies pour vous. Sur un portefeuille, c'est vous qui détenez votre crypto, c'est-à-dire que la plateforme n'y a pas accès. Nous, chez Desblocs, on a un portefeuille et un compte courant. Le compte courant, évidemment, techniquement, c'est comme n'importe quelle banque, en fait. L'argent des blocs à la main dessus, c'est nous qui le stockons techniquement. Le portefeuille crypto, en revanche, c'est l'utilisateur qui le détient. Et Desblocs n'y a jamais accès. Et donc, c'est ça, nous, ce qu'on essaye de permettre, c'est justement d'avoir une application dans laquelle on gère à la fois les euros et les cryptos d'une manière correcte. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de gérer les cryptos comme les euros, comme peuvent le faire d'autres entreprises. Ok. Et du coup, peut-être que vous pouvez quand même revenir sur vraiment l'explication d'une clé privée, le fonctionnement, comment ça fonctionne par rapport à... Une clé privée, en gros, c'est comme un mot de passe. Je fais très simple, c'est une longue suite de chiffres et de lettres. C'est un mot de passe qu'on ne peut pas retenir si simplement que ça, évidemment, parce que c'est très long, c'est très pénible. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans la plupart des portefeuilles, c'est que vous avez, on va dire, un mot de passe qui est sous la forme d'une phrase de 12 ou de 24 mots, ce qui n'est pas très intuitif pour le commun des mortels non plus. Quand vous configurez votre ledger, on vous explique que on vous met un code PIN pour que ça soit, comme sur votre téléphone, facile à démarrer. Mais en revanche, si vous perdez votre code PIN, la récupération, c'est vraiment cette phrase de 24 mots qu'il faut donc stocker quelque part, mais pas dans vos mails, parce que si jamais quelqu'un vous la prend, il peut avoir accès à vos cryptos. Donc, il y a cet enjeu du stockage, de cette, on appelle ça une phrase de récupération, qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour ça que maintenant, on commence à voir arriver des technologies qui vont permettre de gérer des portefeuilles crypto sans cette phrase de récupération. Nous, c'est ce qu'on a chez Desblocs. On a un portefeuille hyper intuitif. Vous avez d'autres portefeuilles qui le font aussi. Donc ça arrive petit à petit, mais c'est vrai que c'est quand même un frein important à l'expérience utilisateur d'avoir cette gestion-là, parce que la plupart des gens, ils sont habitués à une interface bancaire super classique. Ok, parfait. À présent, je voulais vous demander, on en a parlé tout à l'heure et c'est l'occasion d'y revenir, si selon vous, il y a une corrélation entre les marchés financiers et Bitcoin. Alors, en fait, je peux dire selon moi, mais ce qui importe, c'est pas tellement selon moi, c'est ce que vont dire les calculs, parce que moi, je peux dire à mon avis, mais en fait, faudrait quand même vérifier avec des chiffres. Alors, j'ai entendu les deux sons de cloche, donc c'est un peu compliqué de répondre. J'ai entendu des gens, alors je pense notamment à Yves Chouefati, qui est spécialisé là-dedans, qui est dirigeant de Tobam, qui vont expliquer que si on prend une période de temps assez longue, Bitcoin n'est pas corrélé au marché financier et donc va nécessairement amener de la diversification dans le portefeuille. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est globalement rentable d'acheter une certaine proportion de Bitcoin, de quelques pourcents, parce que ça va permettre de compenser les éventuelles baisses qu'on peut avoir dans son portefeuille. Maintenant, on constate, et c'est vrai, qu'il y a certains événements qui vont affecter tous les actifs financiers, y compris Bitcoin. Ça existe. Ça ne veut pas dire qu'il y a une corrélation parfaite sur le long terme. Ça veut dire que oui, dans certains moments d'événements politiques très importants, quand d'un coup il y a beaucoup plus de liquidités sur les marchés financiers, ça joue évidemment sur Bitcoin, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'investisseurs institutionnels. Donc je dirais que la corrélation a plutôt tendance à augmenter de par l'arrivée des institutionnels sur Bitcoin. Voilà. Maintenant, il faudrait analyser dans le détail et c'est pas moi la spécialiste. Oui. Mais c'est vrai qu'on avait vu que la hausse des taux directeurs, par exemple, avait largement impacté les crypto-monnaies et plus largement Bitcoin aussi. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, quand tu as des investisseurs qui achètent des actions, des obligations et des cryptos, ils ont plus ou moins le même comportement envers tous les actifs à risque. C'est ça. Donc oui, il va y avoir une corrélation là-dessus. Et c'est la notion de prime de risque, et comme la prime de risque diminue, du coup, on va moins sur ces classes d'actifs. Je pense aussi qu'on peut parler peut-être de la volatilité de Bitcoin et comment ça influence son adoption en tant que monnaie et en tant que classe d'actifs plus largement. Oui, alors un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que c'est tout bête, c'est que le prix du Bitcoin est libre, c'est-à-dire que c'est l'offre et la demande qui le décident. Et donc, s'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, ça monte. S'il y a beaucoup de gens qui veulent vendre, ça descend. Donc, le prix aujourd'hui, il est fixé de manière organique parce qu'il y a plein de plateformes d'échange qui vont avoir des acheteurs et des vendeurs. Il y a plein de places de marché. Alors, je précise que contrairement à la bourse, il n'y a pas d'horaire d'ouverture. Donc, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce prix, il peut fluctuer de manière relativement importante. Parce que parfois, tu as des mouvements de panique, parce que parfois, tu as des mouvements d'euphorie. Et on ne peut pas décider de fermer le cours, comme ça peut être le cas d'ailleurs sur certaines actions, quand tu as parfois des hausses très importantes ou des dumps, etc. Parfois, il y a des gens qui arrêtent, qui ferment le marché. Sur Bitcoin, ça n'existe pas. Et donc, et sur aucune crypto, en fait, d'ailleurs, ça n'existe. Donc, on peut avoir des mouvements très importants. C'est important quand même de dire que Bitcoin est de moins en moins volatile avec le temps. Alors, on ne dirait pas quand on regarde le graphique, je sais. Tu pourras mettre un graphique en commentaire ou en visuel. Mais en fait, Bitcoin, au tout début, si on zoome vraiment sur ce qui se passait en 2013 ou même 2017, on voit qu'à l'époque, en proportion, Bitcoin, oui, il pouvait... c'était assez fréquent qu'il prenne 10% ou qu'il perde 10% en une journée. Donc ça arrivait quand même très souvent. Là, cette semaine, Bitcoin a pris 11% en une journée.
mais personne n'en revenait. Je veux dire, Ouais. c'était un truc, c'était pas arrivé depuis une éternité. C'est hyper rare qu'aujourd'hui Bitcoin prenne 10% en une journée. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment monnaie courante. Donc, il faut bien se rendre compte que le graphique, il est assez biaisé quand on le regarde en valeur absolue, parce que tout ce qui se passait en dessous de Bitcoin égale 5 000 $, on le voit plus. C'est-à-dire, c'est complètement écrasé aujourd'hui. Mais en fait, quand Bitcoin il est passé de 1 $ à 1 000 $, la variation, elle était bien plus importante que quand Bitcoin passe de 70 000 à 80 000. Totalement, ouais. Donc, ce qu'il faut regarder, pour ceux qui ont envie de chercher, c'est ce qu'on appelle les échelles logarithmiques, qui ont des ordonnées qui marchent en proportion. Et donc, vous avez en gros le même écart entre 500 et 1000 qu'entre 50 000 et 100 000. Ok, ça marche. On intégrera du coup un graphe. À présent, je voulais vous demander comment la politique de Donald Trump peut-elle influencer à l'avenir les crypto-monnaies et Bitcoin? D'une certaine manière, elle l'a déjà influencé, j'ai envie de dire. Mais... Oui, la campagne présidentielle américaine a déjà influencé les cours, parce que les deux candidats, alors Donald Trump plus que Kamala Harris, ont fait des propositions pro-Bitcoin. Alors Donald Trump a fait ça de manière très audacieuse, comme il sait bien le faire, en étant un peu provocant, en disant qu'il allait libérer le fondateur de Silk Road, en disant qu'il allait avoir une réserve stratégique aux États-Unis, en disant qu'il allait virer Gensler, etc. Donc il a été très audacieux. Kamala Harris a fait aussi des promesses pro-crypto, mais de manière, on va dire, plus mesurée. Donc c'est pro-crypto, mais c'est quand même pro-crypto c'est plus nuancé. raisonné, quoi. Donc Donald Trump, maintenant, ce qu'il va falloir regarder surtout, c'est est-ce que les promesses un peu exubérantes qu'il a faites vont être tenues. J'en suis pas si sûre que ça, pour plein de raisons. Déjà parce que, par exemple, pour virer Gary Gensler, il lui faut une raison sérieuse. Gary Gensler, c'est le président de la SEC. C'est le patron de la SEC, qui est le gendarme boursier américain. Et qui est quelqu'un de notoirement hostile au monde crypto, et qui est globalement plutôt détesté par l'intégralité des acteurs du secteur. Donc c'est vrai que tous les gens qui bossent dans la crypto seraient très contents si Gensler était licencié. Maintenant, la SEC, c'est une autorité indépendante, et donc Donald Trump ne peut pas juste appuyer sur un bouton et virer Gary Gensler. Ça marche pas comme ça. Donc on va voir s'il y arrive, on va voir comment il y arrive. Pareil pour le fondateur de Silk Road qui veut libérer de prison, pourquoi pas, mais Donald Trump, il a aussi fait des promesses de durcissement de sa politique contre la drogue. Silk Road, c'était quand même une place de marché où il y avait beaucoup de vente de drogue. Donc, comment est-ce qu'il va gérer cette contradiction dans des promesses différentes qu'il a fait à des électorats différents dans son pays? Donc voilà, j'attends de voir. Je pense que globalement, ça reste assez positif parce que Donald Trump a compris qu'il y avait une partie de son électorat qui était en attente d'éléments là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'il va, enfin lui et surtout tous les sénateurs qui arrivent avec lui, l'administration qui arrive avec lui, ils ont compris qu'il y avait un électorat qui avait des attentes. Et donc, rien que ça, c'est quand même assez positif. Et ça devrait permettre une clarification du statut des crypto-monnaies, de ce qui est permis ou pas dans le secteur. Et ça, c'est des éléments positifs pour les cryptos. Après, j'ai envie de dire que ça fait partie de son électorat, mais maintenant qu'il a été élu, rien ne l'oblige à tenir ses promesses. À part s'il veut être réélu encore dans quelques années. Mais non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut être lucide en campagne. Tout candidat en campagne, c'est pour ça que ça a nuancé quand même. Il y a des promesses qui vont être tenues, il y en a d'autres qui ne vont pas être tenues. Donc c'est pour ça que je dis on attend de voir. Je pense que le simple fait qu'il ait fait des annonces en termes symboliques, ça joue déjà de manière positive sur les cryptos parce que ça montre qu'il a compris que c'était un enjeu pour une partie de sa population. Totalement. À présent, je voulais vous demander comment voyez-vous évoluer Bitcoin dans le futur, notamment face au MNBC, donc les monnaies numériques des banques centrales? Et quel est votre avis aussi là-dessus? Alors les monnaies numériques des banques centrales, il faut peut-être clarifier parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent à quoi ça sert et pourquoi c'est là. Je pense. C'est normal. En fait, il faut bien comprendre que les banques centrales aujourd'hui, donc elles émettent la monnaie, mais ce n'est pas elles qui la distribuent. C'est-à-dire que la monnaie, elle est gérée par la banque centrale qui définit des taux d'intérêt, notamment, qui derrière ont des conséquences sur l'argent que vous pouvez emprunter, à quel taux, etc. Mais c'est les banques commerciales, etc., qui distribue cet argent auprès de vous et qui gère les emprunts, qui gère vos comptes courants, etc. Et donc, la Banque centrale, elle n'a pas de relation directe avec sa population. Et la Banque centrale, elle est quand même dans une situation où les banques commerciales font leur boulot. Mais là, on a eu Facebook, il y a quelques années, qui a annoncé qu'ils allaient faire une crypto et puis qu'ils allaient émettre leur monnaie et puis gérer de la monnaie. Donc la Banque centrale, elle est quand même pas très contente parce qu'elle se dit, mais attendez, les entreprises privées, elles vont pas s'amuser à émettre de la monnaie. Enfin, je veux dire, surtout que maintenant, on peut émettre de la monnaie, c'est-à-dire qu'on peut émettre une crypto, puis en plus, on peut la distribuer, c'est-à-dire on peut jouer être à la fois la banque centrale et puis les banques commerciales de cette même crypto. On peut tout faire à la fois. Donc ça, la Banque centrale, déjà, est pas fan du tout. La Banque centrale, elle voit aussi qu'il y a des cryptos. Au début, elle trouvait que c'était pas très menaçant. Elle commence à un peu moins rigoler maintenant que ça prend de l'importance aussi. Donc elle se dit, est-ce que c'est pas un danger pour la stabilité monétaire? Ça veut dire que je pourrais plus contrôler demain ce qui va se passer correctement en termes de taux d'intérêt, etc., puisque les gens vont tous avoir des cryptos. On se rend compte aussi qu'il y a des monnaies comme l'euro et le dollar qui circulent sur les blockchains sous forme de stablecoin. Donc là, elle se dit, mais attendez, ça veut dire qu'en fait, je ne contrôle plus rien, je ne contrôle plus les flux. Donc maintenant, la Banque centrale, elle se dit, bon, est-ce que je ne devrais pas, moi, me servir finalement de toutes ces technologies
pour essayer de gérer ma monnaie différemment et puis avoir une relation directe avec mes concitoyens. Et puis finalement, puisque la mode, c'est de se passer des banques commerciales, est-ce que moi, je pourrais pas aussi me passer des banques commerciales et émettre un euro directement et avoir des portefeuilles. Et finalement, les citoyens auraient un portefeuille directement à la Banque centrale. Donc c'est ça un peu le plan. Alors il y a aussi des histoires de MNBC, on va dire, de gros pour gérer les relations entre banque centrale et banque commerciale, mais bon, ça concerne pas tellement le grand public, donc on s'en fiche. Donc là, voilà, la Banque centrale, elle est face à ces problématiques-là. Elle est en train, en Europe, de réfléchir à l'émission d'un euro numérique, ce qu'on appelle l'euro numérique. Ça, globalement, ça plaît pas trop aux banques commerciales, ça plaît pas trop au monde crypto, parce qu'on se dit, mais attendez... ça veut quand même dire que la Banque centrale va avoir accès à toutes les transactions qu'on va faire. Donc, en termes de confidentialité, c'est pas terrible. Pas top, ouais. Ça veut dire que la Banque centrale va pouvoir faire de la programmation monétaire. Donc, par exemple, avoir de la monnaie fondante. C'est-à-dire qu'on peut faire une relance en disant, bah là, hop, on fait une espèce d'airdrop. Dans le jargon crypto, on dit un airdrop. Ça veut dire qu'on envoie de l'argent au portefeuille et on dit, bah voilà, cet argent-là, il dure 1 mois. Dans 1 mois, si vous ne l'avez pas dépensé, il est perdu. Donc, on peut faire des espèces de boosts comme ça, de relance de consommation. Ça interroge quand même un peu parce qu'on se dit, mais attendez, c'est quand même un pouvoir énorme de faire ça. Est-ce que c'est pas dangereux finalement qu'une autorité centrale elle ait ce pouvoir-là surtout bon, certes c'est une autorité indépendante, mais c'est pas des gens qui sont élus non plus. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le mandat et le pouvoir de la Banque centrale qu'elle aurait avec cet euro numérique. Donc les bitcoiners typiquement n'aiment pas ça du tout. Et certains disent que justement il y a une potentielle concurrence très frontale qui arrive entre le bitcoin et des monnaies numériques de banque centrale. Parce que justement, c'est 2 modèles de société qui s'affrontent. Et on ne sait pas encore évidemment lequel va gagner. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, Bitcoin existe, l'euro numérique, pas encore. Oui, mais c'est vrai que je trouve que ça interroge quand même parce que je vois pas comment en fait les banques centrales pourraient émettre du coup par exemple la BCE par exemple pourrait émettre un euro numérique et en fait se passer en fait des banques commerciales parce qu'en faisant ça elle tuerait les banques commerciales parce que quand aujourd'hui on a de l'argent placé chez une banque commerciale il y a un risque de contrepartie. Il n'y en aurait pas en fait avec la BCE. Il y en aurait pas. Mais par contre, évidemment, elle tuerait les banques commerciales, mais elle tuerait pas que les banques commerciales. Hein. Elle tuerait aussi toutes les activités de prêt. Parce qu'aujourd'hui, les banques commerciales, elles servent pas que à gérer le compte courant pour payer le resto. Hein. Elles servent aussi à, quand vous voulez emprunter de l'argent pour acheter un appartement, vous prêtez cet argent. Et donc, si à un moment donné, il n'y a plus de dépôt, les banques, en fait, leur modèle économique ne tient plus. Et donc, elles ne peuvent plus prêter de l'argent aussi facilement. Et donc, ça, c'est un vrai risque. C'est pour ça que pour l'instant, dans les premières versions qui pourraient sortir de l'euro numérique, il y aurait une espèce de plafond. C'est-à-dire que vous auriez un portefeuille auprès de la Banque centrale, mais limité à, je ne sais plus combien c'est, peut-être 3 000 euros. Ce qui fait que la plupart des gens ne pourraient pas mettre toutes leurs économies à la Banque centrale. Donc, ça resterait relativement limité. Maintenant, à voir où ça va. C'est-à-dire que quelle est la suite en fait? Est-ce qu'on en reste là? Oui, on peut commencer par ça. Est-ce que c'est une espèce de sauvegarde pour permettre aux gens d'avoir un minimum à la Banque centrale? Mais est-ce qu'ensuite on va... c'est pas trop. Ouais, donc c'est un petit peu... Ok. À présent, je pense on peut peut-être parler de la comparaison entre le Bitcoin et l'or en tant que valeur refuge. Quel est votre avis là-dessus? Il y a une comparaison qui est liée aussi à la sémantique et au vocabulaire qui est utilisé dans Bitcoin, puisqu'on parle souvent de mineurs et de minage, par exemple. Alors, c'est drôle, une des critiques qu'on entend souvent, c'est des gens qui vont dire non mais attendez, derrière l'or, il y a des lingots. Il y a quelque chose de physique. Et moi, j'ai envie de demander, est-ce que vous pensez vraiment que sur les marchés, les gens, ils achètent de l'or pour avoir les lingots? Pas vraiment, pas du tout même. En fait, il y a aujourd'hui assez peu de gens qui vont acheter de l'or sous forme physique. Souvent, on achète une représentation de l'or. Et les usages de l'or, on va dire l'utilité primaire de l'or, par exemple, dans la bijouterie ou en tant que métal, en fait, ils sont très faibles aujourd'hui quand on regarde l'utilisation de l'or au global. Et donc souvent, cette critique de dire oui, mais l'or, c'est tangible, derrière, il y a quelque chose. En fait, les usages de l'or aujourd'hui, c'est ridiculement faible par rapport à l'ensemble de son utilisation au sens financier et au sens de valeur refuge. Donc oui, on peut très bien imaginer que demain, Bitcoin soit une valeur refuge. Pourquoi? Parce que Bitcoin ne dépend pas d'un État, tout comme l'or ne dépend pas d'un État. Ça, c'est un truc hyper important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mainmise possible de la part d'un État, même si évidemment... certains États peuvent accumuler de l'or ou du Bitcoin, mais c'est pas comme le dollar, par exemple. Le dollar, c'est la monnaie des États-Unis. Donc, si vous accumulez du dollar, vous vous rendez dépendant par rapport à la politique monétaire des États-Unis. Ce qui n'est pas le cas si vous accumulez du Bitcoin. C'est-à-dire pour ça que le Salvador a voulu faire du Bitcoin ce sera sa deuxième monnaie ayant cours légal, c'est pour se dire, au cas où le dollar, ça part en cacahuète, au moins, on aura du Bitcoin. C'est ça. Après, bon, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais le Bitcoin, si demain il y a une panne d'électricité, l'or restera, le Bitcoin non.
c'est vrai, mais le dollar et l'euro resteront pas non plus. On aura beaucoup d'autres Ah, mais problèmes. c'est vrai que c'est l'une des idées reçues, en tout cas. Et l'or restera, mais l'or restera sous quelle forme? Enfin, moi, j'ai pas de. Je veux De dire, lingots, ouais, ouais. c'est ça, en fait. Moi, j'ai pas ma réserve en or chez moi. Donc, je comprends la logique. Je pense qu'il y a un côté effondrement. Tu vois, on se dit, si le monde s'effondre, ça tient pas. C'est vrai, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Oui, c'est ça, en fait. Et donc, je veux dire, si la seule critique qu'on a, si le monde s'effondre, ça ne marche plus, d'accord. Mais dans ce cas-là, on arrête d'inventer des machines qui font des IRM parce que si le monde s'effondre et qu'il n'y a pas d'électricité, ça marche plus. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et ça répond aussi à la question. Et je pense que pour finir, on peut revenir sur quelques idées reçues. Je pensais notamment du coup au blanchiment. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur quelques idées reçues là-dessus? Oui, alors la première idée reçue, c'est que Bitcoin serait anonyme. C'est pas vrai. C'est pseudonyme. C'est pseudonyme. Vrai, ouais. Donc ça, c'est encore une fois super important parce que il y a cette espèce de mythe qu'en fait, Bitcoin, c'est la monnaie du dark web. Et c'est un truc qu'on entend, mais même au JT, quoi. C'est-à-dire que moi, ça me fascine parce qu'aujourd'hui, quand je vois des JT qui disent des trucs comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire sur les autres sujets du JT? Ça veut dire que toutes les informations sont traitées avec autant d'erreurs et autant de superficialité. C'est super grave. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des gens qui utilisent Bitcoin pour faire des choses illégales. Évidemment que ça existe, hein, comme il y a des gens qui utilisent l'euro, le dollar pour faire des choses illégales. Ce qui était vrai, c'est qu'au démarrage, c'est-à-dire les 2-3 premières années d'existence de Bitcoin, comme il n'y avait pas de surveillance sur Bitcoin, comme c'était très facile d'en acheter sans être identifié par des plateformes, etc., il y avait une proportion, on va dire, d'activités illicites qui était plus importante sur Bitcoin que sur l'euro ou sur le dollar. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, franchement, avoir des activités illicites en Bitcoin, c'est pas si simple que ça, à moins que vous viviez qu'en Bitcoin. Ouais. Et donc, je dis pas que c'est impossible, mais franchement, le moment où vous voulez convertir votre Bitcoin en monnaie fiduciaire pour vivre dans votre pays, vous allez vite être freiné. En plus de ça, Bitcoin est très traçable. Et donc, à partir du moment où on a retrouvé votre adresse, en fait, on peut suivre toutes vos transactions, on peut remonter jusqu'à vous relativement facilement. Donc, Bitcoin n'est pas une monnaie facile à utiliser pour des gens qui voudraient avoir des activités illicites. Le cash, c'est beaucoup plus simple. Alors, le cash est plus simple si vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent trop loin, effectivement. Il y a en revanche des crypto-monnaies qui, pour le coup, sont vraiment anonymes, qui, elles, nécessairement sont, je pense, favorisées par des personnes qui vont aller vers des activités illicites. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont que pour ça. Il y a aussi des gens qui veulent juste protéger leur anonymat et voilà, qui ont une idéologie très forte derrière la protection de leur vie privée. Ces crypto-monnaies-là, forcément, elles ne sont pas du tout appréciées des pouvoirs publics, qui les virent petit à petit des plateformes. Donc aujourd'hui, les plateformes n'ont plus le droit de lister des crypto-monnaies anonymes. Et pour revenir justement sur les activités illicites, à l'époque, sur Silk Road, du coup, il y avait pas mal de dealers, notamment. Et beaucoup s'étaient fait en fait rattraper par la suite parce qu'ils pensaient que du coup c'était anonyme, mais en réalité c'était pas du tout anonyme. Donc c'était pseudonyme et ils se sont fait un petit peu rattraper comme ça et ils sont aujourd'hui en prison. Il y a même, les gens pourront aller voir ou on pourra mettre dans la description, mais il y a une boîte dans le secteur qui s'appelle Chainalysis qui fait chaque année un rapport sur justement les activités illicites avec la crypto, en particulier sur Bitcoin, et donc qui arrive même à séparer un peu les activités. Donc notamment, il y a une grande proportion de ces activités illicites qui sont liées à du ransomware. C'est-à-dire que on met un virus dans votre ordinateur, on vous dit paye-moi en Bitcoin et puis je te rendrai tes données, etc. Donc il y a du ransomware. Il peut aussi y avoir certains groupes armés qui vont se financer grâce à ça. Alors ça peut être des groupes comme des groupes terroristes, genre Hamas, etc. Ça peut aussi être l'Ukraine, par exemple, tu vois, qui avait fait un appel de dons en crypto à un moment. Donc il y a plein d'activités illégales qui vont être très différentes. Alors, j'ajoute qu'une activité illégale dans un pays, il est d'ailleurs pas forcément dans un autre, de le dire. Mais on a les détails là-dessus. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait justement pour aller, on dit flaguer, c'est-à-dire surveiller, monitorer les portefeuilles qui sont liés à des activités illégales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes une plateforme et que vous accueillez des fonds qui viennent de tel ou tel portefeuille, vous savez si les fonds viennent d'activités illicites ou pas. Et donc, nous, je le vois par exemple quand il y a quelqu'un qui met de l'argent sur son portefeuille et qui veut le convertir sur son compte courant. À nous, tant que c'est sur son portefeuille, on ne peut rien faire, c'est pas à nous. En revanche, s'il veut le convertir, on est obligé de regarder d'où vient l'argent. Et donc, si l'argent vient, je ne sais pas moi, de portefeuilles qui sont flagués pour de la pédopornographie, évidemment, on n'accepte pas la conversion et on bloque tout. Donc, il y a aujourd'hui plein de moyens d'arriver à tracer ce qui se passe sur les blockchains et donc à limiter au maximum l'activité illicite qui s'y passe. Ok, bon, parfait. Bon, Claire, merci. C'était très clair. J'ai appris énormément de choses et j'espère que vous aurez aussi appris énormément de choses. Pas de rien. Merci pour l'invitation. Merci. Et de votre côté, voilà, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager. Sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et on se revoit très bientôt. Merci à vous. Bon. Merci.